Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers amis, d'abord, merci de m'avoir invité ici. Je ne partage pas la surprise de Pascal Clairet sur le succès de cette manifestation. Je dois lui dire, c'est peut-être le seul point de désaccord profond que nous avons. Pour être venu la dernière fois, avoir trouvé ça passionnant, je ne suis pas surpris qu'il vienne beaucoup de monde, d'autant que ça le sera, j'imagine, cet après-midi, comme cela a été l'année dernière, remarquablement présenté, et que le numérique, ça a été souligné, il est partout. Il concerne absolument tout le monde, et face à quelque chose qui vous concerne et qui est quand même pas encore très familier, ou en tout cas dont je crois que personne ne peut dire qu'il est familier avec tous les éléments, tellement ils sont nombreux, il est très important de donner à voir. Je pense qu'on a un vrai risque si on crée une sorte de coupure entre ceux qui font et ceux qui utilisent. Vous avez souligné de façon remarquable les risques de sécurité. Nous ne pouvons pas vivre avec des boîtes noires, complètement noires. On a besoin de comprendre et de voir ce qu'on va utiliser. Et c'est exactement la fonction de Futura System X que de permettre de comprendre et de voir ce qui va transformer notre vie demain. Bon, je ne vais pas insister longuement sur le fait que le numérique est essentiel pour notre tissu économique, que dans une économie mondialisée, la compétitivité de la France passe effectivement par le fait, dans le numérique, de ne pas être un suiveur, mais d'être en pointe dans le monde. Et je pense que nous avons absolument cette capacité et que nous devons nous y ajuster dans tous les domaines. Je vais prendre un exemple récent. Hier, au Commissariat général à l'investissement, je discutais avec le recteur Monteil qui réfléchit à l'expérimentation dans le secteur de l'éducation primaire et secondaire, à comment former au numérique, comment former par le numérique et comment former un monde dont nous ne connaissons pas les éléments. Au fond, l'éducation, traditionnellement, formait un monde qui était perçu comme un monde de certitude. Il fallait faire découvrir un monde dont on pensait que c'était une réalité établie et il suffisait d'apprendre une série de choses qui permettaient aux élèves de maîtriser ce monde. Et maintenant, il faut former à un monde qui, justement, n'est pas connu, n'est pas établi, et donc former à l'adaptabilité. Et le numérique, naturellement, est un instrument essentiel pour former à cette adaptabilité. Donc, ce que je veux dire, c'est que le numérique est au cœur de tout, change tout, et nous le vivons intensément, et ici, nous le voyons. Alors, cette manifestation est organisée par un IRT, l'IRT System X, qui est au cœur de Paris-Saclay. Bon, nous avons la conviction, nous, que l'université de Paris-Saclay a vocation à continuer d'être le premier lieu de France, le premier centre de France d'enseignement et de recherche. Donc on va le suivre avec intérêt, et je pense que nous sommes nombreux ici à le souhaiter. Il est important aussi, à mes yeux, que cette IRT soit installée au cœur de ce plateau et de cette université. Je ne crois pas du tout que les IRT soient un écran entre la recherche et les entreprises. Je crois au contraire que c'est une passerelle. Alors, faut-il élargir encore cette passerelle ? Peut-être. Mais je pense que vraiment, l'IRT est un lieu où les gens se rencontrent. Donc, une passerelle, un lieu de communication. Et cette communication est évidemment d'autant plus grande qu'on se trouve au centre d'un lieu d'excellence de la recherche et que ce lieu d'excellence de la recherche est connu de tous les acteurs économiques. Autrement dit, c'est vrai que toute entreprise, les très grandes, on a cité Renault à plusieurs reprises, Renault n'est pas très très loin d'ici,
PSA n'est pas très très loin non plus, les très grandes, mais aussi les moyennes et les petites, savent que s'ils veulent rencontrer la recherche au plus haut niveau, en tirer des applications, des moyens concrets d'être plus compétitifs et de progresser, eh bien c'est ici qu'ils doivent venir. Et je pense que cet élément, même dans cette civilisation mondialisée, dans ce lieu où tout le monde rencontre tout le monde, les lieux physiques, le rassemblement sur un lieu physique est absolument central. Et donc, nous sommes dans un lieu privilégié, au propre et au figuré, de rencontres entre les académiques et les entreprises. Et l'IRT est le cœur, un cœur, je ne veux pas donner des privilégiés l'un par rapport à l'autre, un cœur de cette rencontre. Et bon, avec ces atouts, si l'IRT ne réussissait pas, on serait très inquiet. Mais je ne pense que ce n'est pas le cas. Alors, entendons-nous, l'IRT va passer un examen. L'IRT n'est pas la seule institution à passer des examens, mais l'IRT va être soumis à une expertise extérieure, comme c'est la règle pour tous les organismes soutenus par le programme d'investissement d'avenir. Mais, à mes yeux, l'IRT aborde cet examen avec un certain nombre d'atouts. Ils ont déjà été évoqués. J'y reviens quand même brièvement parce que je pense qu'on a souvent tendance à trop dire ce qui ne va pas et pas assez à souligner ce qui est facteur de confiance, de progrès. D'abord, une expertise reconnue et une application de cette expertise dont on voit déjà les signes et que nous le verrons concrètement au terme de ce temps de discours. Ensuite, le rapprochement, ça a été évoqué. Vous avez dit 60, moi j'ai 61. Bon, partenaires industriels et de 14 partenaires académiques dans ce cœur, en notant qu'il y a des projets, mais qu'il y a aussi des publications. Et donc, on voit bien que la double finalité académique et entrepreneuriale et économique se retrouve bien dans la publication de l'IRT. Et je crois franchement que la coopération académique, entreprise, économie, telle qu'elle est dans les IRT, est une coopération gagnant-gagnant. Donc, des atouts. Entre les transferts, on voit déjà des impacts enregistrés. On voit déjà un certain nombre d'initiatives mises en avant. On a cité des entreprises, je ne vais pas y revenir. Bon, j'ai l'impression, franchement, que c'est encore tôt. Nous sommes une institution qui n'a pas encore atteint ce qu'on appelle souvent l'âge de raison. Mais c'est une institution qui est extraordinairement vigoureuse, extraordinairement dynamique, extraordinairement volontariste, dans le bon sens du terme. Et donc, au fond, je dois dire que j'ai assez confiance dans l'examen. Alors, une fois qu'on a dit tout cela, se pose la question, bien sûr, de l'avenir. Alors, cette question de l'avenir se pose de façon plus transversale pour le programme d'investissement d'avenir. Vous savez que nous proposons depuis un certain temps qu'il y ait un troisième programme d'investissement d'avenir. Le Conseil des ministres, la semaine dernière, a décidé qu'un troisième programme d'investissement d'avenir serait soumis en 2016, c'est-à-dire cette année, au Parlement, pour 10 milliards d'euros d'investissement et de soutien à la recherche et à l'éducation. Nous ne faisons pas exception à la règle. Nous sommes, après 5 ans de vie, soumis à une procédure d'examen. Et nous attendons le 29 mars, avec un peu d'angoisse, les conclusions du jury international présidé par M. Maystadt, qui va procéder à l'examen du programme d'investissement d'avenir. Nous sommes aussi assez confiantes sur le fait qu'il trouvera que c'est un bon projet que de soutenir
à travers une période économiquement difficile, l'investissement d'avenir, et de ne pas se focaliser sur les difficultés du moment, sur le court terme, sur le fonctionnement, mais de ne pas perdre de vue le long terme. Mais enfin, nous savons aussi que cet examen, j'espère, conclura notre caractère positif, mais aussi nous donnera des indications, des recommandations pour progresser encore, avancer plus encore. Et donc, nous avons à construire sur nos acquis et construire cela dans la durée. Je crois que la même chose s'applique aux IRT. Nous n'imaginons pas dans le programme d'investissement d'avenir de créer de nouveaux IRT. Nous avons l'impression que les IRT existants couvrent les domaines prioritaires de coopération entre les universités, les institutions de recherche et les entreprises. Donc il ne s'agit pas de créer de nouveaux IRT. Mais il s'agit d'assurer que cette action engagée soit pérennisée, puisse donner tous ses fruits. Et, vous le savez sans doute, les crédits du programme d'investissement d'avenir 1 qui finance les IRT trouvent leur échéance en 2020. Quand on construit l'avenir, 2020, c'est beaucoup trop près. Et donc nous avons eu l'occasion de réfléchir avec les représentants de l'association des IRT, la semaine dernière, au commissariat général à l'investissement, à comment assurer la pérennité des institutions, des instituts de recherche technologique. Clairement, dans mon esprit, mais c'est notre position, mais je suis assez confiant que nous serons suivis, on ne peut pas considérer que la recherche technologique s'arrête en 2020. On ne peut pas considérer que même si les IRT ont trouvé des partenariats, ont trouvé des cofinancements, ont montré leur utilité, leur pertinence pour les institutions universitaires, que le soutien du programme d'investissement d'avenir à ces institutions puisse s'arrêter en 2020. Il ne s'agit pas de dire que c'est une rente perpétuelle. Il s'agit de faire en sorte que cet avenir, cette force propre des IRT se construise progressivement et qu'à échéance, mettons, de la décennie suivante, ils aient là la capacité de vivre pleinement sur leur énergie propre et de ne pas avoir besoin du soutien d'une institution dont la vocation, le programme d'investissement d'avenir, n'est pas elle-même d'être pérennisée. Et donc, l'objectif, le cadre, c'est une poursuite de la vie des IRT, sous réserve que chacun de ces IRT, bien sûr, témoigne de sa vigueur, de son efficacité, de sa pertinence, de sa capacité d'unir recherche universitaire, recherche entrepreneuriale, de façon à améliorer la position compétitive de notre pays. Alors, je vous ai dit que, comme pour le programme d'investissement d'avenir, j'étais tout à fait confiant dans la capacité de l'IRT de montrer à ça. Mais comme pour le programme d'investissement d'avenir, je pense qu'il y a des pistes de progrès. À vrai dire, je pense que si une institution considère qu'elle n'a pas de piste de progrès, c'est probablement qu'elle est trop malade pour survivre. Donc, je pense qu'il y a des pistes de progrès. Et je ne prétends pas les tracer toutes, mais je voudrais évoquer certaines d'entre elles. D'abord, j'ai dit que les IRT sont une passerelle entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et je pense que là, il y a à développer encore ces partenariats, à développer l'attractivité des IRT, tant pour de très bons académiques que pour la meilleure recherche en entreprise. Et je pense qu'au fond, là, la durée, l'ouverture iront dans le bon sens. Au fond, je suis convaincu que de plus en plus, les universités réaliseront que c'est une bonne chose pour elles, que de très bons chercheurs travaillent dans les IRT. Je pense que de plus en plus, les entreprises se verront que c'est une bonne chose pour elles, que de mettre leurs chercheurs
en lien avec les chercheurs universitaires. Mais, au fond, comme dans toute chose, il y a l'évolution naturelle et puis il y a accélérer l'évolution naturelle. Et je pense qu'un de nos objectifs est d'accélérer cette évolution naturelle, d'accélérer, si je puis dire, l'appétit des uns et des autres pour le travail en commun. En second lieu, ça a été évoqué par M. Mandon à juste titre, il faut éviter que le juridique ne bloque le réel. En entreprise, on le sait aussi, quelquefois, le contrat, au lieu de devenir un moyen de progresser ensemble, devient un obstacle. Je ne pense pas que c'est la façon dont il faille aborder les contrats. Au fond, un contrat, ça a pour objet de permettre un travail en commun. Il ne faut pas que ça devienne une série de barrières, de difficultés qui fassent que, soit devant des difficultés ou des désaccords, soit simplement devant la longueur du processus, on renonce en se disant franchement c'est trop compliqué, je préfère rester de mon côté plutôt que d'affronter ces obstacles pour travailler avec un autre. Et, disons-le, je crains que dans certains cas, nous ne soyons pas loin de cette situation où la difficulté de contractualiser fait qu'on renonce à travailler ensemble. Donc il faut essayer d'inverser cela chaque fois que possible. La propriété intellectuelle est un des sujets. La difficulté qui fait qu'il faut être raffiné, c'est qu'il y a à la fois une demande de souplesse. Si on fait des carcans rigides, le travail en commun n'est pas possible. D'un autre côté, si on fait que du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on essaye de tout prévoir à chaque cas de façon spécifique, les délais deviennent infinis. Et donc, il faudra trouver et perfectionner cette voie qui donne les souplesses, les espaces de souplesse nécessaires, mais aussi qui évite qu'on ne se perde dans des contrats à l'anglo-saxonne où on voit 400 pages de petits caractères avant qu'on commence à faire la moindre chose ensemble, parce qu'on veut tout prévoir de façon parfaite, alors qu'on ne sait même pas ce qu'on fera de façon précise. Donc, c'est aussi une étape, un domaine de progression nécessaire. Troisième domaine où je pense qu'il y a un espace de progression, c'est la coopération entre les IRT et les pôles de compétitivité. Il y a des liens naturels, vous avez un lien évident. Vous le savez, il y a une réforme en cours des pôles de compétitivité à l'horizon qui est prévu pour juin de cette année. Et ça veut donc dire que nous devons, avec ces pôles de compétitivité, dont j'ai compris qu'aucun ne disparaîtrait, mais qu'ils deviendraient tous plus efficaces et que certains deviendraient beaucoup plus importants, vous ayez une coopération qui fasse que, du point de vue des entreprises, il n'y ait pas la perception de système millefeuille, c'est un mot qu'on emploie traditionnellement en France, mais au contraire une impression de cohérence, d'efficacité, de fluidité dans le travail en commun. Et puis, dernier point, il faut s'assurer que les programmes des IRT utilisent parfaitement le merveilleux instrument que nous avons créé pour ces IRT. Alors, il y a des IRT où cette utilisation est parfaite et complète, mais qui ont donc des perspectives de croissance. Puis il y a des IRT où quand même on se dit qu'on pourrait aller un tout petit peu plus loin dans la bonne utilisation des capacités existantes. Je ne porterai pas d'appréciation sur tel ou tel des IRT. Mais au fond, on voit bien que la bonne utilisation implique que toutes les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par une activité de l'IRT aient effectivement la connaissance de cette activité et l'envie d'y participer. Et donc ça veut dire, je pense que là j'emploie un mot incongru dans un endroit scientifique, mais qu'il faut avoir une approche un peu commerciale. Je pense qu'il y a en France beaucoup de choses remarquables qui sont mal vendues. Et je pense qu'il faut vendre l'excellence de nos IRT, vendre leur capacité d'action. Bon, quand vous avez un très bon produit, et je pense qu'on a un très bon produit, il est important que tous les clients potentiels puissent
l'apprécier. Et pour moi, c'est un enjeu. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous avons 3 mots clés au Commissariat général à l'investissement qui sont notre boussole. L'excellence, l'innovation, la coopération. Nous n'allons que vers les excellents. Nous n'aimons pas les médiocres. Nous voulons les excellents. Les meilleures universités, les meilleures institutions de recherche, les entreprises les plus dynamiques. Nous voulons l'innovation, c'est-à-dire ce qui change le monde et ce qui sont les domaines où il se passe des choses. Nous n'aimons pas l'excellence statique. Enfin si, à titre personnel, nous aimons beaucoup l'excellence statique. Nous aimons les grands classiques. Mais enfin, ce n'est pas le métier du Commissariat général à l'investissement. Et puis la coopération. C'est-à-dire le fait que des gens qui font des choses remarquables les fassent ensemble. Et quand on compare la France à d'autres pays, c'est peut-être souvent sur cet aspect de coopération que nous sommes un peu défaillants. Nous avons une tendance à dire chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous avons une tendance à dire mon verre est petit mais il est à moi. Bref, ce domaine de la coopération est un domaine à renforcer. Et quand je regarde les IRT en général, cette IRT en particulier, j'y trouve de façon évidente ces 3 mots, l'excellence, l'innovation et la coopération. Et c'est avec cet esprit que je vous félicite de ce que vous avez fait et que je me réjouis de voir ce que vous allez faire. Merci.